Le Mali aura bientôt son usine de sidérurgie intégrée à Tianfala. Le président de la République a posé cet après-midi la première pierre de l'infrastructure de 150 milliards de francs CFA qui va produire en plus de la sidérurgie de l'électricité. Concert géant hier soir du rappeur franco-marocain La Fouine et son groupe. Un concert de retrouvailles dans la mouvance de la fête de Noël et une occasion pour présenter quelques titres du nouvel album de l'artiste. Focus Santé nous parle ce soir de gingivite, une inflammation de la gencive due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Notez que la gingivite peut avoir une incidence sur la santé en général. Les détails en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 26 décembre, merci d'être avec nous sur l'ORTM. Le Mali aura bientôt son usine de sidérurgie intégrée. L'infrastructure qui sera réalisée à Tianfala, dans la région de Kouligoro, va coûter à la société indienne Sandip Energy and Steel 150 milliards de francs CFA. Le président de la République a posé cet après-midi la première pierre de l'infrastructure. Tout à l'heure, nous proposerons le reportage de Amadou Sankari. Les journées portes ouvertes sur le corridor Nouakchott-Bamako ont pris fin jeudi dernier dans la capitale mauritanienne. Après avoir visité le port autonome de Nouakchott et les entrepôts maliens, les opérateurs économiques des deux pays se sont rencontrés au Palais des Congrès. À la lumière des échanges, les deux parties conviennent de réhabiliter, d'élargir et de baliser l'axe du corridor côté mauritanien. Envoyés spéciaux à Nouakchott, Daouda Sidiki Diarra et Youssouf Diarra. Confrontés à beaucoup de tracasseries routières, les opérateurs économiques maliens ne se bousculent pas aux portes du port autonome de Nouakchott. Conséquence, les entrepôts maliens n'enregistrent que 10 000 tonnes de marchandises par mois, ce qui est en deçà des attentes. Le Mali quand même, a investi ici en créant des entrepôts maliens qui ont été inaugurés en 2002 avec des installations qui ont coûté très cher au budget d'État. Et il y a quand même aussi un effort de la part du gouvernement mauritanien. Sur près de 950 km, on construit une route vraiment qui a coûté cher au budget mauritanien. Et le Mali a également de son côté a fait sa quote-part jusqu'à Bamako. Donc on a 1437 km de route entièrement bitumée de Nouakchott jusqu'à Bamako. Donc c'est une opportunité à saisir. En vue de trouver des solutions idoines, les acteurs des deux pays à bâton rompu se sont réunis autour du sujet. Au terme des débats, des points saillants se sont dégagés. Entre autres, la partie malienne recommande la réduction de 38 à 3 le nombre des postes de contrôle sur le territoire mauritanien. Elle demande également la suppression des frais d'escorte douanière et celle du transfert des passagers à la frontière, notamment à Gougui. En somme, les Mauritaniens se disent déterminés à résoudre les problèmes qui entravent le développement du corridor Nouakchott-Bamako. Pour ce faire, le port autonome de Nouakchott ouvrira une représentation à Bamako afin de répondre aux attentes des opérateurs maliens. Je me dis franchement et surtout que le ministre des Transports de la Mauritanie vient de confirmer que, en tout cas, le port est disposé à mettre à la disposition de certains miniers des espaces à définir pour, en tout cas, le stockage des minerais. Et que cet aspect sera consigné dans le PV, la résolution qui va être bientôt signée. Donc, nous partons très satisfaits. On a posé pas mal de questions, pas mal de doléances. Et nous pensons que l'ensemble de ces doléances ont été pris en compte. Au cours d'une autre rencontre, cette fois-ci élargie au président des différentes chambres, qui s'est tenu au ministère de l'Équipement et des Transports mauritanien, un protocole d'accord sur le communiqué final des journées portes ouvertes a été signé côté malien par les ministres de l'Industrie, des Investissements et du Commerce, côté mauritanien par son ministre de l'Équipement et des Transports. À Bamako, ouverture ce matin du 19e congrès ordinaire de l'AEM. C'était dans l'amphithéâtre de la faculté des sciences et techniques FAST. Les deux ministres en charge de l'éducation et les responsables de l'AEM ont livré des messages de construction d'une école malienne apaisée et performante. Compte rendu de la rencontre avec Brahima Kone. Ferveur juvénile dans l'amphithéâtre de la faculté des sciences et techniques FAST. Le jeu en vaut la chandelle puisqu'il s'agit du 19e congrès ordinaire
couplée au 10e séminaire de formation des leaders de l'AEM. Le thème retenu pour la circonstance est le rôle de l'AEM dans les réformes de l'éducation. Ce thème dénote de la volonté des élèves et étudiants d'être informés et formés sur la place qu'ils doivent occuper dans la construction d'une école studieuse, patriotique et apaisée. Les réalisations effectuées, nous pouvons citer la mise en application de la bancarisation des bourses et trousseaux des étudiants, les réformes au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel, dont l'introduction de l'informatique, la rétrocession des campus universitaires avec rénovation des résidences universitaires. Je voudrais inviter les élèves et étudiants à aller massivement à l'école, même s'il y a grève d'enseignants, et en restant en classe, en vous organisant avec vos responsables de classe, en fréquentant les centres de documentation, les bibliothèques et les salles Internet pour vous informer et vous former. La réussite des élèves et étudiants dépend, dit-on, de leurs conditions de vie et d'études. C'est pourquoi leur épanouissement est au centre des préoccupations des plus hautes autorités. Et singulièrement, les départements en charge de l'éducation seront constamment à l'écoute de votre association pour trouver ensemble les solutions réalistes et durables pouvant favoriser le développement de l'école malienne. Elles mettront tout en œuvre pour redonner aux élèves et étudiants le sens de l'effort, de la discipline et de la responsabilité. Au programme de ce 19e congrès ordinaire de l'AEM, des échanges sur les revendications, la visite des chantiers de résidences universitaires et un séminaire axé sur 3 thèmes. Il s'agit des réformes politiques, des réformes universitaires et de la violence dans l'espace universitaire. À noter que ce congrès dure 2 jours. Les maux dont souffre l'école malienne étaient aussi au cœur d'une causerie débat initiée par le Cercle de réflexion et de solidarité composé d'anciens leaders des mouvements estudiantins. La conférence devait analyser la situation en vue de proposer des solutions pour une sortie de crise. Alpha Maïga. L'école malienne est malade, très malade, il faut le dire. Et c'est justement pour échanger sur le sujet que certains leaders des mouvements estudiantins se sont retrouvés. Il y a eu le débat national sur l'éducation pendant la transition. Il y a eu le forum politique national sur l'école. Il y a eu une loi d'orientation scolaire qui a été votée par l'Assemblée nationale en 1999. En 2010, on nous a parlé du forum sur l'école. Malgré ces différents forums, on trouve que vraiment l'école va de mal en pire. Le problème se complique chaque jour davantage. Nous sommes à la fin du mois de décembre. On ne sait pas quand est-ce que la reprise aura lieu. Nous avons tenu cette conférence ce matin pour amener les candidats à l'élection présidentielle à nous dire concrètement qu'est-ce qu'ils entendent faire de l'école malienne. Quelles sont leurs propositions par rapport à l'école, quelles sont les solutions qu'ils veulent apporter vraiment à notre école pour que nous puissions sortir de cette situation. Ainsi, tour à tour, chacun a pris la parole pour témoigner des maux dont souffre l'école. Et c'est pratiquement le même refrain. La pléthore dans les salles de classe, la politisation à l'école, la violence, l'achat des sujets, voire des diplômes. On est allé jusqu'à trouver comme solution au titre de l'année scolaire 2011-2012 la fermeture des universités. Ainsi, des différentes analyses qui seront déposées à qui de droit. Ces analyses vont contribuer, certes, à la rédemption d'un système éducatif qui a toujours été cité comme référence en Afrique de par le passé. D'ores et déjà, vous pouvez vous estimer digne héritier des pères fondateurs comme le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont su inventer la réforme de 1962. Continuons à réfléchir et à agir en homme d'action pour honorer la mémoire de nos martyrs comme Abdul Karim Kamara, surnommé Cabral. La tenue de cette causerie débat a été initiée par le Cercle de réflexion et de solidarité. Le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales convie en réunion les membres de la commission consultative du cadre de concertation entre son département et les partis politiques le jeudi 29 décembre 2011
à partir de 10 h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Le ministre rappelle que la commission consultative du cadre de concertation regroupe les chefs de partis politiques et le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Le dossier de la réunion est disponible à la Direction nationale de l'Intérieur les mardis 27 et mercredi 28 décembre de 10 h à 16 h. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Ce qui nous emmène donc aux activités politiques du jour, fin du 4e congrès ordinaire du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Pour l'instant, toujours pas de candidat du parti pour 2012. Toutefois, mandat a été donné au bureau exécutif central du MPR pour choisir un candidat pour la présidentielle de l'année prochaine. Brahma Traoré. Ce 4e congrès ordinaire est couplé avec le 2e congrès des femmes et des jeunes du MPR. Ces assises se tiennent à quelques mois de l'élection présidentielle de 2012. À ce grand rendez-vous électoral, le MPR aura-t-il son candidat comme en 1997 et en 2002? Pour l'instant, pas de réponse précise à cette interrogation. L'impatience gagne les rangs, mais il faut, en la matière, faire preuve de clairvoyance et surtout de beaucoup de discernement. Pour ma part, quelle que soit la décision arrêtée, je m'engage à l'accepter. À l'ouverture de ce 4e congrès, le président du MPR a fait le tour d'horizon de la situation politique, sociale et économique du Mali. De façon précise, la crise alimentaire, l'insécurité dans le nord du pays et les réformes constitutionnelles. Concernant ce dernier point précis, la position du parti est sans équivoque. Je voudrais dire ici avec force que nous demandons à tous les militants et sympathisants du MPR de battre campagne pour un oui massif. Au chapitre des résolutions, le 4e congrès du MPR a recommandé la formation des militants pour une meilleure animation du parti, le meilleur positionnement des femmes sur les listes de toutes les élections. À ces résolutions s'ajoute la prise des mesures urgentes pour sortir notre école des crises. Parce qu'au MPR, on n'utilise pas la langue de bois. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, sans se décerner un brevet de satisfaction, mais aussi sans autoflagellation. Ce 4e congrès ordinaire du MPR a également abouti au renouvellement des instances dirigeantes. Ainsi, le bureau exécutif des jeunes du MPR est désormais présidé par Sidi Ali Teli et celui des femmes par Mme Damele Marietou Diawara. Enfin, le bureau exécutif central du parti reste sous la direction du Dr Choguel Kokala Maïga. La nouvelle équipe dirigeante a un mandat de 5 ans. Le comité exécutif de l'ADEMA-PSG a bouclé une visite de 48 heures dans certains cercles de la région de Sikasso ce week-end. Hier dimanche, ils étaient à Yanfolila et à Bourouni. L'objectif était d'échanger avec la base sur certaines questions comme la candidature du professeur Dioncounda Traoré à la présidentielle de 2012, le référendum constitutionnel ou encore la sécurité alimentaire. Envoyés spéciaux sur place, Diamba Moussa Konaté et Karunga Konaté. Les sections ADEMA PSG de Yanfolila et de Bougouni se portent bien, et même très bien. C'est la conviction des membres du comité exécutif qui étaient en visite ce week-end dans les deux localités. L'ordre du jour des conférences de section a porté sur l'avis du parti, la candidature du professeur Dioncounda Traoré à la présidentielle de 2012 et le référendum constitutionnel. Sur ce dernier point, la position du parti est claire. La position du parti pour le référendum, que le parti a été associé à tout le processus depuis le début jusqu'au dépôt du projet de constitution à l'Assemblée nationale. La position du parti est très claire, c'est que le parti va voter oui au référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Il est heureux de constater qu'il y a une très forte dynamique ici à Yanfolila, dynamique qui va contribuer à améliorer notre taux de mobilisation. On va vraiment très bien apprécier le niveau de mobilisation des femmes, des jeunes et de l'ensemble de la population. À Yanfolila, tout comme à Bougouni, le coordinateur ADEMA PSG de la région de Sikasso a transmis le message du candidat Dioncounda Traoré
aux militants et sympathisants de l'ADEMA. C'est la mobilisation générale pour gagner les élections de 2012, puisque c'était un gros défi pour l'ADEMA et pour le Mali. Le mot d'ordre, c'est vraiment la grande mobilisation pour faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre le programme du parti. Nous avons un bilan, le bilan du parti sur les 10 ans d'exercice du pouvoir de 1992 à 2002, mais également les 10 ans d'accompagnement du président Amadou Toumani Touré. Et tout cela doit être inscrit à notre actif et faire en sorte que nous puissions continuer le très bon travail qui a été mené par les deux présidents du Mali. Les membres du bureau exécutif de l'ADEMA PSJ ont invité les militants de Yanfolila et Bougouni à la cohésion et à l'unité, car, à les en croire, la victoire est à ce prix. Les sections ADEMA PSJ de ces deux localités comptent aujourd'hui 5 députés, 14 maires, 2 présidents du conseil de cercle et plus de 100 conseillers. Le ministre de l'économie et des finances, Lassine Boiré, était hier soir l'invité de l'émission Questions d'actualité, une émission essentiellement consacrée au budget 2012. Nous vous proposons ici 2 extraits du ministre. Tout d'abord, sa réponse face à la rumeur de dévaluation du franc CFA. Les rumeurs ont leur vie et on ne connaît jamais leur origine. Mais franchement, cette information, d'abord, il n'y a aucune information sérieuse, d'aucune source sérieuse qui peut avancer une hypothèse de dévaluation. Vous savez, une économie en croissance, la zone UMOA, dans tous les pays, la dette est maîtrisée. Et, je vais vous le dire, la zone UMOA aujourd'hui a des réserves de change qui couvrent pratiquement 7 mois d'importation contre une norme de 3 mois. Les statistiques de la BCEAO le disent. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, franchement, je voudrais aujourd'hui dire que c'est faux. C'est pas fondé. C'est faux, c'est pas fondé. À la limite, il n'est même pas nécessaire d'être une lumière en économie, d'être une lumière en finance, d'être une lumière en banque, pour savoir que cette lumière ne repose sur rien. Donc vous voulez dire concrètement, aucun des éléments qui fondent une dévaluation n'est rempli en ce moment? Aucune condition n'est remplie. Aucune condition n'est remplie. Et tenez-vous bien, même la crise de la zone euro qui semble alimenter et qui semble un peu porter inquiétude, cette crise, c'est une crise de la dette souveraine, ce n'est pas une crise de l'euro. Lorsque vous regardez, mais l'euro a une très bonne tenue par rapport à toutes les autres devises, aussi bien le dollar, le yen, les autres devises. Mais il appartient à des pays surendettés, c'est ça? Il appartient à des pays dont certains sont surendettés, et ces pays sont en train de prendre des mesures qui permettent de régler ce problème. En conclusion, le ministre Lassine Boiré a insisté sur les efforts faits par le gouvernement pour améliorer le quotidien des populations. Nous l'écoutons. Ce que je souhaite dire à mes compatriotes, c'est que les finances publiques, c'est important, c'est elles qui traduisent la mise en œuvre des politiques, c'est le support. Et au-delà de tous les chiffres que nous avons donnés, au-delà de tous les commentaires que nous avons faits, nos finances publiques, quand même, constituent un instrument essentiel d'appui également aux couches les plus vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là, au-delà de ces dépenses, qu'il y a plusieurs subventions, souvent qu'on oublie. Exemple, si aujourd'hui l'État devait, si le carburant à la pompe devait être facturé conformément au prix international, enfin, il serait de loin supérieur à ce qu'il est actuellement. Aujourd'hui, l'État met dans la subvention du gaz butane pour 2011 à peu près 8 milliards de francs CFA. Lorsqu'on regarde également l'électricité du Mali, nous sommes un pays continental, nous ne produisons pas de pétrole et nous sommes l'un des rares pays de la sous-région où l'électricité ne connaît pas de problème. Dieu merci jusqu'à présent. Dieu merci. Et ça ne connaîtra pas. En tout cas, on fera tout ce que nous pouvons. Et pour qu'il en soit ainsi, l'État subventionne. L'État met aujourd'hui 20 milliards de subventions d'exploitation. L'État exonère également le carburant, le combustible pour les engrais, pour permettre à nos
cultivateurs de biens produits, l'État met en termes de subventions à peu près 30 milliards sur le budget 2012 et à peu près 25 à 27 milliards sur le budget 2007. Donc tout ça pour dire que le budget, au-delà des dépenses santé, dépenses éducation, le budget aussi est un instrument pour permettre que nos compatriotes, pour permettre que les couches les plus fragiles puissent avoir accès aux produits de base à des prix abordables et également que l'ensemble de l'économie puisse tourner de façon raisonnable, de façon correcte, et cela à travers les appuis que l'État fait sur des secteurs bien déterminés pour que le prix soit abordable pour ce qui concerne les prestations issues de ces secteurs-là. Je pense que cet aspect est important et souvent, lorsqu'on regarde le budget, on n'y pense pas toujours. Mais il est dedans. Il est dedans. Pour adoucir le quotidien. Pour adoucir le quotidien, c'est ça le mot. Voilà le ministre Lassine Bouaré. Hier soir, dans Question d'actualité, il était l'invité de Youssouf Touré et de Niaza Koulibaly. En 5e région, l'appui de l'ONG Tinfo Kalanda à la population de Déri, cercle de Douansa, en matière de riziculture porte ses fruits. Pour la 3e fois, les producteurs de la localité récoltent grâce à cet appui. Les autorités communales et l'ONG viennent d'effectuer une visite dans la localité, visite suivie par Mustapha Doumbia. C'est grâce au fonds KR2, un don du gouvernement japonais à travers le ministère de l'Agriculture, que l'ONG Tinfo Kalanda est intervenue dans le village de Déri, dans la commune de Diaptoji, cercle de Douanza. L'intervention de Tinfo Kalanda a permis la réhabilitation du périmètre risicole de la localité et la dotation en motopompe. C'est pour la 3e année consécutive que les producteurs de Déri récoltent grâce à cet appui. Et le périmètre était même arrêté. Avec son intervention, il a fourni au total, pas seulement à nous autres, mais dans la commune à peu près 9 motopompes. On ne les a pas laissés ternir dans les magasins. On les a mis à l'eau et on a arrosé pour obtenir ce que vous avez vu aujourd'hui. Cette année, au niveau des champs de mil, ça n'a pas marché. Donc, ce que nous leur demandons, c'est de s'armer encore de courage et puis de faire une contre-saison pour combler le déficit que nous avons pu enregistré au niveau des champs de mil. La superficie totale du périmètre de Déri est de 61 hectares, répartis entre 66 producteurs, dont une vingtaine de femmes. Il est attendu, à la fin des récoltes, un rendement de 4,5 tonnes à l'hectare. Un résultat que l'ONG Tinfo Kalanda entend renforcer et étendre à d'autres localités. Si tout le monde a fait comme Déri, comme Sobo, comme Takoté, comme les autres, qu'on va continuer à faire, ça peut faire quelque chose. Ça peut aider. C'est une manière d'amener les gens à penser que les terres, c'est les richesses. Il faut qu'ils pensent à travailler sur leurs terres. Il faut qu'ils donnent les valeurs à leurs terres. Notons que plusieurs autres personnalités, dont le représentant de l'Assemblée régionale, ont bien apprécié le travail accompli par l'ONG Tinfo Kalanda à Déri. Dans la région de Koulikoro, l'ONG Association pour la formation et d'appui au développement AFAD vient d'inaugurer dans chacune des localités de Dili et Mourdia, cercle de Nara, un marché à bétail. Ces infrastructures sont les fruits du partenariat entre l'Union européenne, le groupe développement et 7 autres ONG dont l'AFAD. Coût total des réalisations, environ 44 millions de francs CFA. De Koulikoro, la correspondance de Sédou Traoré. Ces deux nouveaux marchés à Dili et à Mourdia ont été réalisés par l'ONG Association pour la formation et d'appui au développement AFAD dans le cadre du projet d'appui à la productivité de l'élevage PAP. Les deux infrastructures flambant neuves sont composées de points d'eau, de parcs métalliques, du bureau des gérants, des latrines, des abreuvoirs et un quai d'embarquement pour Mourdia. Cette initiative, soutenue financièrement par l'Union européenne à hauteur de 43 820 070 francs CFA, contribue, selon le responsable de la FAD, à booster l'élevage dans le cercle de Nara. L'existence du projet Zébumor également est la preuve que Nara regorge de potentialités énormes en matière d'élevage et ce sont ces potentialités aujourd'hui que nous devons exploiter pour faire avancer notre cercle. Pour une superficie de 2 hectares chacun, les deux marchés à bétail sont bâtis sur 70 mètres sur 50, d'où un geste salutaire pour les autorités du cercle. Avec cette nouvelle acquisition, les transactions pourront se faire de manière sécurisée et rentable pour tous.
Je lance ici un appel à tous les usagers pour une gestion rigoureuse, saine et transparente. Autre réalisation de l'Association pour la formation et d'appui au développement AFAD, la dotation de Koronga en magasin de stockage, le balisage de 85 km de pistes pour la commercialisation de bétail et autres renforcements de capacité des éleveurs. Dans la zone de Nara, le projet PAP a investi plus de 138 millions de francs CFA, dont 70 millions dans les infrastructures. Un comité de gestion a été formé en circonstance pour la gestion correcte des deux marchés. Dans le district de Bamako, avec le lancement ce dimanche des travaux de clôture de l'espace public de Kalabankoura. Pour 3 millions de francs CFA, ces premiers travaux devront aboutir à la construction du centre culturel de Kalabankoura. Toute chose qui devra contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et au développement du quartier. Makoni. La coordination des associations pour la valorisation des espaces publics AVEP de la commune 5 estime que la construction d'un centre multifonctionnel à Kalabankoura sera une valeur ajoutée à l'épanouissement de la jeunesse de ces quartiers. Le lancement des travaux de clôture de cet espace de 2 hectares à côté de l'école publique de Kalabankoura semble être le début d'un processus de construction du dit centre. À moyen terme, nous avons le souci de sécuriser d'abord. Mais à long terme, nous avons envie de mettre en place un centre culturel multifonctionnel qui peut permettre à la jeunesse de se former, de s'épanouir, mais aussi de créer de l'emploi à la jeunesse. Les travaux de clôture du centre culturel de Kalabankoura devront coûter 3 millions de francs CFA. En ce qui concerne le coût global du projet, il dépendra des moyens. Les moyens pour y parvenir, selon le président de la COVEP, sont la jeunesse, la population, les partenaires techniques et financiers, les présidents d'honneur de la COVEP et toute autre bonne volonté. La finale de la Coupe de la Solidarité opposant les FC Carta au Super MC traduit la volonté des jeunes de s'unir davantage pour le développement de la commune 5. Le festival Récréation a pris fin ce lundi. La rencontre première du genre s'est déroulée pendant 3 jours. Au programme ateliers, conférences, jeux, animation musicale et bien d'autres choses. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la cour du Musée national une véritable cour de récréation où une 60aine d'enfants venus de divers horizons se sont amusés et ont appris beaucoup de choses, nous explique Salimata Dao. Atelier photo, de dessin et coloriage, atelier de lecture, séance de contes, projection de films, jeux de société, animation musicale. C'est la longue liste des programmes de la première édition du festival Récréation. Un festival qui est focalisé sur la distraction des enfants tout en leur apprenant des choses non moins importantes qu'intéressantes. Découverte artistique et développement intellectuel des enfants, c'est le thème de cette première édition qui a vu la participation de plus de 60 enfants de différentes catégories sociales. On a remarqué que les enfants sont aujourd'hui énormément envahis par les cultures, les différentes cultures, c'est-à-dire à travers la télé, les médias, Internet et autres. Et on se dit qu'il faut apporter une culture artistique aux enfants dès le bas âge. À l'école, il y a certainement des dessins, des coloriages, tout ça. Mais regrouper tout ça dans un espace hors école, ça constitue quelque chose de l'ordre des activités parascolaires et extrascolaires dans un cadre carrément différent où les enfants se sentent libres et ils retiennent et ils apprennent. Les enfants se sont bien amusés et ont trouvé le festival intéressant. D'ailleurs, ils trouvent que 3 jours, c'est peu. Debout, camarades, il est temps de s'en aller sur la route au parc à danser. Et 2. La deuxième fois, je vais participer à ce festival parce que c'est très bon. J'ai appris à lire des livres que je n'ai pas lus. Pendant ces 3 jours-là, j'ai appris l'histoire du Mali, ce que je ne savais pas, et j'ai connu beaucoup de choses. Plusieurs structures ont participé à l'organisation de ce festival. 6 monitrices ont été mobilisées durant ces 3 jours pour l'encadrement des enfants. Le thème de la 2e édition étant déjà choisi, les enfants et l'éthique montrent à quel point et les enfants et les organisateurs comptent perpétuer ce festival qui a pour message clé joindre l'utile à l'agréable. Voilà un festival pour le bonheur des enfants.
Je vous l'annonçais en début de journal, le Mali aura bientôt son usine de sidérurgie intégrée. L'infrastructure qui sera réalisée à Tianfala, dans la région de Koulikoro, va coûter à la société indienne Sandip Energy and Steel 150 milliards de francs CFA. En posant la première pierre de ces installations, le président de la République s'est dit heureux pour notre pays qui annonce aussi une étape importante de son industrialisation. En plus de la sidérurgie, ces installations permettront de produire de l'électricité. Envoyés spéciaux à Tianfala, Amadou Sankaré et Abdul Salam Bambara. Ici, à Manabougou, dans la commune rurale de Tianfala, une usine de traitement du minerai de fer, une centrale thermique et un atelier de fonte d'acier. Et voilà à quoi va ressembler la future infrastructure dont la première pierre est posée ici par le président de la République. Une fois achevées, ces installations pourront répondre aux besoins des secteurs du bâtiment, de l'automobile, de la construction navale, avec à la clé plus de 5000 emplois directs et indirects, et cela dès début juillet 2013. Ce projet, qui déjà suscite beaucoup d'espoir, va contribuer, j'en suis sûr, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, non seulement par le nombre d'emplois qu'il va créer, mais aussi et surtout par les retombées financières qu'il va engendrer pour nos collectivités. La société indienne va investir plus de 150 milliards de francs CFA pour faire tourner cette future industrie. Also, I feel proud of Mali. Ce projet est le plus grand investissement privé direct du Mali et cela est rendu possible seulement par la confiance, le leadership et le peuple du Mali. L'usine proposée sera opérationnelle dans 2 ans. Cette aciérie sera l'unique de son genre dans la région ouest africaine et fera du Mali le premier pays de la CEDEAO à disposer d'une aciérie intégrée avec une centrale. Le démarrage des activités de l'usine prévues en fin juin, début juillet 2013 va permettre à notre pays, pendant au moins 50 ans, de mettre sur le marché national et celui de la sous-région 300 000 tonnes de barres TMT en phase de démarrage et 1 million en année de croisière. Il est aussi important de noter que cette unité permettra la production de 70 MW, contribuant ainsi à l'amélioration de l'offre énergétique dans notre zone d'implantation. Avec cette sidérurgie, notre pays marque une nouvelle étape de son industrialisation. Je suis très heureux, surtout lorsqu'on parle d'emploi, et faire en sorte que le Mali, dans cette région, sera un pays pionnier dans le cadre de l'industrie lourde et surtout dans l'acierie, à seulement quelques kilomètres de notre capitale Bamako. Notre politique et les instructions que j'ai données, diversifier les mines au Mali. Ne restons pas dans la monoculture seulement de l'or. Mais voilà déjà un exemple tout à fait palpant et qui va commencer dans 18 mois. Et je sais également dans la même optique qu'à Tassafilga, dans le cercle d'Ansongo, nous avons déjà au premier trimestre commencé la production de manganèse. Et je pense qu'il y a d'autres, tels que la série de Talaré, non loin de Bafrabé. Nous aurons en début du premier trimestre le premier sac de ciment made in Mali avec la cimenterie de Gongontere. Et je pense que tout compte fait, je suis un homme comblé. Et je suis sûr et certain que cet enthousiasme, je le partage avec les Maliennes et les Maliens. Outre l'installation de l'usine, la société entend construire une école et un centre de santé pour le bonheur des communautés de Tianfala. Voilà donc l'usine de sidérurgie intégrée du Mali attendue dans 18 mois. Culture, le stade omnisport Modibo Keïta de Bamako a vibré hier soir au son du rap français avec La Fouine et son groupe au grand complet. Un concert de retrouvailles dans la mouvance de la fête de Noël. L'occasion pour le rappeur franco-marocain de tenir ainsi une promesse prise en 2009 lors de son passage à Bamako. L'artiste a mis à profit ce spectacle pour revisiter son répertoire et présenter quelques titres de son nouvel album à ses fans. Ce show, qui est une initiative de l'agence Eventcom, a drainé plus de 12 000 personnes, parmi lesquelles se trouvait notre reporter Modibo Soari. Stade archi-comble, spectacle son et lumière, décibels à la dimension de l'événement, ambiance de fête, tel était le décor de ce concert remake du rappeur français La Fouine à Bamako. Un show goupillé par l'agence Eventcom et ses partenaires pour souhaiter joyeux Noël à la jeunesse malienne.
Elles sont floues, elles sont jeunes, quand même elles diront des fois que je t'aime les enfants. Voilà que la promesse prise en 2009 au féru du rap lors du premier passage dans notre capitale vient d'être tenue. La fête était totale car ce méga concert coïncide avec le 30e anniversaire de la vedette. Imaginez alors la suite. Laouni Mouïd, la fouine pour les intimes, a fourbi ses premières armes dans la musique à 14 ans après avoir arrêté les études. Aujourd'hui, il fait partie des figures de proue du mouvement rap français. Une histoire qui commence en 2004 avec la sortie de son premier album baptisé Quelque chose de spécial. La fouine dans ses chansons évoque la vie des ghettos, l'unité africaine, les conditions des immigrés en France et bien d'autres thèmes qui font de cet artiste franco-marocain un parolier du rap. Et les quelques 12 000 fans qui étaient présents à cette messe juvénile au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako ont été encore séduits par le répertoire proposé par leur idole et son groupe au grand complet. 2011, troisième si on l'a rasé les murs, c'est ce qu'il te reste à faire. On va faire comme ton père. Hier, ma planche vend comme si on pète, je finis à l'aube comme. Après Bamako, la fouine poursuit sa tournée africaine avec d'autres dates. La prochaine destination est Alger pour une autre aventure musicale. Voilà, merci Modibo Soirée. La fête a été vraiment très belle hier soir du côté du stade Omnisport. Nous restons dans la culture. Les ressortissants de Ménaka étaient au centre culturel Thomas pour une soirée culturelle. Une rencontre placée sous le signe de la paix dans le nord Mali. Les détails de la soirée avec Tamsir Diabati. Ces hommes en turban au rythme du Takamba viennent exprimer leur joie à la faveur de cette soirée culturelle. Les ressortissants de Ménaka placent la soirée sous le signe de la cohésion sociale et de l'unité nationale. C'est aussi un moyen pour nous de souhaiter la consolidation de la paix et nous pensons que cette paix-là va être réalisée. Et déjà, tout récemment, vous avez dû suivre pratiquement toutes les notabilités du cercle de Ménaka, tous les chefs du cercle de Ménaka, toutes les personnalités du cercle de Ménaka ont tenu un meeting à Ménaka en présence du gouverneur de la région de Gao pour exprimer leur adhésion, leur soutien à l'unité nationale. Les ressortissants de Ménaka, toujours unis, donnent une nouvelle impulsion aux activités socio-économiques et culturelles du Grand Septentrion. Sous le signe également du renouveau, va permettre à notre pays de régler certaines questions, notamment des questions politiques, de représentativité des populations. Et donc ceci est extrêmement important. Ça va régler également des questions d'administration, des questions même économiques, parce que le territoire va être désormais facile à gérer. Cette soirée culturelle au rythme du Takamba est un espace de retrouvailles et de partage entre les nobles et les hommes des castes de Ménaka. Ainsi, le groupe Douba Maïga a tenu le public en haleine avec les cordes du Ngoni et au son de la calebasse. Autre activité culturelle, le Palais de la Culture a abrité samedi soir la première édition de la Nuit du Karta. La soirée a servi de cadre pour une sélection de Miss, une élection de Miss alors, et un concours sur la danse Sounou. La Nuit du Karta a été organisée par l'Association pour le développement intégré du Daourma, Adidar. Abdul Karim Kaba y était, son reportage. Pour cette première édition, les fils et les filles de cette localité ont pris d'assaut la salle Banzoumana Sissoko du Palais de la Culture pour justifier leur appartenance à Karta. La nuit est une initiative de l'Association pour le développement intégré du Darouma, Adidar. Que les frères du Karta se retrouvent et qu'il y ait l'union. Parce que sans l'union, on ne peut rien faire. Et sans la solidarité. Donc, cette rencontre a permis, disons, de réveiller le sursaut, disons, de ce qui nous
concerne, en ce qui concerne le développement du Karta. Cette sous-préfecture de la première région est à moins de 300 km de Bamako. Cette nuit a été une occasion pour les ressortissants d'évoquer certaines de leurs préoccupations. Ça fait plus de 20 ans que nous nous battons au niveau du Karta. Par rapport aux écoles, par rapport, disons, aux hôpitaux et autres. Mais aujourd'hui, principalement, c'est le problème, disons, de la route. Il faudrait que, disons, les pouvoirs publics pensent à nous pour, disons, construire les routes du Karta. La soirée a été meublée par une élection des Miss des Karta, un concours sur le Sounou, un pas de danse de la localité et des prestations d'artistes. Parlons à présent sport, lutte. L'écurie de lutte Dung Yara de Banakabougou a remporté le drapeau du chef de l'État et le titre de champion du Mali 2011. C'était hier dimanche au stade Ouazin Koulibaly. Papa Oumar Diop nous dit tout sur la compétition. Le championnat national par équipe portant le nom de drapeau du chef de l'État en est à sa deuxième édition. Mais déjà, quel engouement! Un enthousiasme populaire qui est la preuve que la lutte a fait d'énormes progrès au Mali grâce à des cadres techniques compétents et dévoués et des responsables qui travaillent avec sérieux et entente pour réaliser un rêve. Faire revivre la lutte au Mali pour que le lutteur vive de son sport. Tout un programme. Et avec des tribunes pleines au stade Ouezin, des écuries de plus en plus performantes, une participation nationale toujours plus marquée, on peut affirmer que Brahima Sako et ses collaborateurs sont en train de réussir leur pari. En tout cas, pari réussi pour Dungyara. L'écurie de Banankabougou, avec seulement 3 ans d'existence, se hisse au sommet de la hiérarchie. En effet, le drapeau du chef de l'État en lutte amateur est revenu à Youssouf Guindo et ses coéquipiers pour une victoire en finale, 3-2 face à l'USFAS. Ont gagné Hamad Togo, Amidou Arama et Youssouf Guindo dans les 66, 86 et moins 100 kilos. Le finaliste étonnant que fut l'USFAS a gagné dans les 76 kilos avec un Samba Samaka en rapide progrès et la classe d'une nouvelle vedette de la lutte au Mali, le lourd Karunga Soumano en plus de 100 kilos. Tanga Sport est classé 3e. C'est une surprise. Et le Grand Marché est 4e. En individuel, les nouveaux champions du Mali sont 66 kilos. Seydou Traoré, Grand Marché, qui gagne devant Adama Pona de Tanga Sport. Chez les 76 kilos, domination de Samba Samaka de l'USFAS face à Drissa Guindo de Dungyara. En 86 kilos, Amidou Traoré tout le temps gagne devant Amidou Arama de Dungyara. Moins 5 kilos, Madou Togo, la valeur sûre de Tanga Sport, gagne face à Youssouf Guindo avec son grand retour. En plus 100 kilos, Tidjani Zorome de Dungyara bat Draman Kamate du Grand Marché. Et après 2 jours de compétition pour le drapeau 2011, il y a des remarques importantes. D'abord, la hiérarchie est en train de changer. Bien sûr, je pense que c'est pour tout le bonheur de la lutte. Et parce que nous avons vu que Tanga Sport, qui était toujours premier, est venu en 3e position. Et que Dungyara est premier et l'USFAS 2e. Je pense que ça veut dire que les autres ont compris, ils ont travaillé et ils ont récolté les fruits. Ensuite, de nouveaux clubs arrivent en masse. Mais c'est une très bonne chose, c'est ce que nous cherchons, parce que c'est le maximum de clubs qui pourra nous permettre de faire une très bonne sélection pour l'équipe nationale de lutte. Et enfin, des valeurs individuelles sûres existent aujourd'hui. Oui, effectivement, notamment il y a Amidou Traoré tout le temps, il y a Madou Touré Ouara et il y a le retour de Amidou Arama que les gens ne connaissaient pas, qui a eu même à terrasser aujourd'hui et tout le temps. Mais c'est un grand lutteur qui a fait partie de la première équipe nationale du Mali en 2006 et il est médaillé de bronze. Le Balamba 2011 se tiendra dans quelques jours dans l'arène de Banankabougou, fief de Dungyara, nouveau champion du Mali. Et ça promet un spectacle de haut niveau.
Focus Santé est aujourd'hui au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie pour parler de gingivite. Comme son nom l'indique, la gingivite est l'inflammation de la gencive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. La gingivite peut avoir une incidence sur la santé en général d'un patient. La gencive est donc aménagée et c'est ce que nous dit aujourd'hui Tessira Dambélé et son équipe de reportage. Suivant Focus Santé. La gingivite est une inflammation de la gencive. Elle est causée par la plaque dentaire formée par les débris d'aliments et de microbes qui attaquent les dents avec le temps. Mais il y a 4 conditions essentielles pour que la plaque dentaire provoque une gingivite chez une personne. Il faut maintenant qu'il y ait dans cette plaque la présence des bactéries qui sont virulentes. Ensuite, il faut qu'il y ait comme deuxième condition une absence de bactéries protectrices qui protègent l'organisme contre ces agressions. Ensuite, il faut avoir au niveau de la dent un système défavorable au niveau du sillon gingivo-dentaire. Ensuite, comme quatrième condition, il faut avoir maintenant un système immunitaire défaillant qui peut être maintenant une défaillance immunitaire acquise ou innée. Autrement dit, tout ce processus ne se passe pas en quelques jours. Si aucune mesure n'est prise pour enlever la plaque, point de départ de l'attaque microbienne, apparaissent les premiers symptômes de la gingivite. Le patient va avoir au niveau de sa gencive une rougeur, un gonflement, maintenant des œdèmes, des saignements. Mais les saignements peuvent avoir lieu de façon spontanée, en parlant ou en mangeant. Même au sommeil, le patient peut avoir maintenant dans la salive du sang. Donc, mais le saignement aussi peut être provoqué par le brossage ou même à la mastication. Ensuite, le patient peut avoir maintenant une sensibilité gingivale. Il va penser maintenant qu'il y a des picotements maintenant qui se passent au niveau de la gencive. Et souvent des douleurs dans la phase aiguë. Il y a des douleurs qui amènent les patients en consultation. À tous les âges, on peut avoir une inflammation de la gencive, mais l'inflammation peut être signe d'une autre maladie. Dans notre pays, la prévalence de cette maladie est très élevée. Environ 80% des personnes qui viennent en consultation au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie de Bamako ont une gingivite. La prise en charge de la gingivite passe par une sensibilisation du patient sur sa maladie. Pour éviter les gingivites dues aux plaques dentaires, la prévention, c'est le brossage efficace et un détartrage régulier. La gingivite, la principale cause maintenant, c'est la cause bactérienne. C'est le dépôt de plaques tartes qui est appelé biofilm aujourd'hui. Donc, les conseils qu'on peut donner aux malades, c'est de faire avoir maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire. Mais ne pas seulement dire maintenant que je me brosse, mais de savoir se brosser efficacement. Parce que si le brossage n'est pas efficace, donc le patient maintenant aura toujours des lieux où les dépôts vont se déposer, qui vont devenir par la suite maintenant du tartre. Donc maintenant, on les demande maintenant en même temps, en plus du brossage qu'ils font à la maison, chaque 6 mois, de venir voir un dentiste pour que la personne puisse maintenant voir si le contrôle bactérien est bien fait. Si son brossage est efficace, donc il vient voir maintenant son médecin, même s'il n'a pas de douleur, il n'a pas de maladie, il doit venir voir un spécialiste bucco-dentaire chaque 6 mois. Non traitée, la gingivite aboutit à ce qu'on appelle la parodontite, c'est-à-dire l'inflammation de tous les tissus qui soutiennent la dent, gencives, ligaments, os et séments. Triste nouvelle, le monde des artistes est en deuil. Une autre icône de la musique malienne vient de disparaître. Le guitariste de talent Bouba Sako est décédé ce lundi à l'âge de 56 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce matin à Dravella Bolibana. On se souvient, il y a quelque temps seulement disparaissait son épouse Tessira Kone. Sa dernière sortie médiatique, comme le témoigne cette image, c'était il y a quelques années avec son ami guinéen, l'exubérant Sékou Bembeya, lors des festivités des 50 ans du Bembeya Jazz national de Guinée. Le guitariste de talent Bouba Sako est donc décédé ce lundi, d'ores en paix, le guitariste d'exception. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi tout à l'heure. Formation continue avec Nyanya Aliou Traoré. Merci et à demain.